Alors que nombre de programmes politiques reposent aujourd'hui sur le dégagisme des élites qui mènerait le pays à sa perte, la démocratie athénienne de moins 483 avant notre ère avait une solution radicale, l'ostracisme. Une fois par an, au mois de janvier, les citoyens se réunissaient pour voter. Faut-il exclure pour préserver la cité? Et si oui, chacun prenait alors un ostracon, un tesson de poterie qui a donné son nom à la procédure, et inscrivait le nom de celui qui risquait de faire glisser la cité vers la tyrannie. On pouvait y ajouter un qualificatif pour mieux comprendre les raisons de l'exclusion. Mais non, roi des imbéciles, Mégaclès, éleveur de chevaux, symbole de sa richesse et de son arrogance, alors que nous apprennent les dernières recherches archéologiques et historiques sur cette pratique d'exclusion. Ce système a-t-il permis aux Athéniens de domestiquer leurs élites? Quelles leçons politiques en tirer pour aujourd'hui? Un invité ce soir, un historien pour nous guider à travers le temps, Vincent Azoulay. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur de cet ouvrage passionnant et magnifique intitulé Ostracisme, point d'exclamation, du bon usage de l'arbitraire en démocratie, qui vient de paraître aux éditions de l'EHESS. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir. Alors on va évidemment remonter à moins 483 avant Jésus-Christ, Vincent Azoulay, mais pour commencer, ce terme-là d'ostracisme résonne-t-il pour l'historien que vous êtes avec le contemporain, ou est-ce purement un travail, j'allais dire, éloigné de nous, de notre ère et des tumultes que nous traversons? Non, il ne peut pas être éloigné de nous et on ne fait jamais, en tout cas pas entièrement, de l'histoire seulement pour l'érudition et l'antiquariat. On fait de l'histoire parce qu'on est aussi sommé par le présent et parce qu'on ne sait jamais ce que le passé nous réserve finalement. Et le regarder depuis aujourd'hui, regarder cette antiquité si éloignée, en réalité est aussi un facteur de stimulation de l'imagination politique pour aujourd'hui. Alors cette idée, ce mécanisme aussi, on le comprendra, tourner autour de l'ostracisme, comment résonne-t-il avec le contemporain? C'est réfléchir à ce qu'est même notre démocratie et à la façon dont la démocratie peut s'auto-limiter? Oui, s'auto-limiter et limiter le pouvoir des élites. C'est cette double dimension que j'ai essayé d'explorer, c'est-à-dire la façon dont une institution précise permet de domestiquer les plus puissants et en même temps la manière dont elle le fait en donnant confiance au peuple, mais en même temps en l'empêchant d'arriver à une forme de tyrannie de la majorité. Donc ce subtil dosage qui est, voilà, qui a été résolu concrètement par les Athéniens il y a 2500 ans que j'ai voulu étudier. C'est aussi une question, en tout cas c'est comme ça qu'on peut lire vos travaux, une réflexion sur la façon dont un régime dure et perdure, se perpétue. Comment la démocratie peut-elle tenir dans le temps? Oui, parce que effectivement, c'est une des choses qui frappe quand on regarde la démocratie athénienne, c'est qu'elle a été résiliente, qu'elle a duré près de 2 siècles, et même à l'époque hellénistique, encore la démocratie perdure, et c'est parce qu'elle a à la fois des institutions, mais aussi des mœurs démocratiques, hein. Il ne suffit pas d'avoir des institutions pour que ça fonctionne, c'est pour ça que ça marche souvent si mal quand on essaye d'appliquer des recettes démocratiques à des pays qui n'y sont pas prêts. Alors partons de la source même du mot ostracisme. D'où vient le terme j'allais dire, dans le contemporain? Si on interroge l'homme de la rue, ostracisme, c'est plutôt l'inverse de ce qui était approché à l'époque que vous analysez, puisqu'ostracisme aujourd'hui, c'est plutôt la marginalisation, je vais y arriver, des groupes dominés. Oui, tout à fait. Il y a un malentendu fondamental. L'ostracisme a basculé, disons, d'un côté uniment négatif et désignant donc désormais la marginalisation de groupes dominés, marginalisation collective. Et c'est un malentendu qui se crée à la fin du 19e siècle, au fur et à mesure d'ailleurs que l'Antiquité devient une référence de plus en plus éloignée. Elle est d'abord appliquée aux Juifs dans le cadre de l'affaire Dreyfus, puis aux homosexuels, aujourd'hui aux Roms et aux Tziganes, à toute une série de minorités, et pour voilà, indiquer un mécanisme de relégation supposément universel qui permet, avec la stratégie du bouc émissaire, de créer de la cohésion en contrepartie. Dans l'Antiquité, c'était l'inverse.
Alors c'est l'inverse, il y a des effets cohésifs de l'ostracisme, mais c'est une procédure qui cible un homme et un homme puissant, et Un jamais plus membre de d'un. l'élite. Un membre de l'élite, systématiquement de l'élite. Et c'est donc une façon pour le peuple plutôt de se protéger contre ceux qui se la racontent, s'y croient. Et une façon de les faire descendre au niveau de tous les autres citoyens. Lecture d'un extrait de la Politique d'Aristote traduit par Jean Aubonnet. Les cités démocratiques semblent rechercher l'égalité avant toute autre chose. En conséquence, les gens qui paraissaient avoir trop d'influence à cause de leur richesse ou du nombre de leurs relations ou de toute autre forme de puissance politique, on les frappait d'ostracisme et on les bannissait de la cité pour une période déterminée. La légende même rapporte que les Argonautes abandonnèrent Héraclès pour une raison de ce genre. La nef Argo refusa de l'emmener avec les autres parce qu'il dépassait de beaucoup le reste de l'équipage. Cette pratique ne profite pas aux seuls tyrans, et les tyrans ne sont pas les seuls à y recourir. On la trouve pareillement dans les oligarchies et les démocraties. L'ostracisme a, d'une certaine manière, le même effet que de retrancher les citoyens qui dépassent les autres et de les exiler. Alors expliquez-nous très très concrètement, Vincent Azoulay, qu'est-ce que frapper d'ostracisme, pour reprendre l'expression employée par Aristote? Alors, c'est précisément pas ce que raconte Aristote. Enfin, plus exactement, Aristote, qui n'est pas un fervent partisan d'une démocratie radicale, a tendance à rapprocher l'ostracisme de toutes les formes d'exil qu'on trouve dans les tyrannies, dans les oligarchies. Or, précisément, l'ostracisme, ce n'est pas ça. C'est une procédure extrêmement régulée qui se déroule en deux temps, donc à Athènes, à partir du début des années 480 avant Jésus-Christ, et donc qui se déroule systématiquement d'abord par un premier vote sur le principe. Y aura-t-il ou non cette année un ostracisme? Et puis seulement 2 mois plus tard, en mars, un second vote, si le premier a été positif, qui porte cette fois-ci sur la personne à écarter momentanément pour 10 ans. Et donc, c'est une mesure, où on ne fait pas n'importe quoi dans une forme d'emballement. Il y a un écart, ça permet des campagnes, alors des campagnes de rumeurs, pas forcément ragoûtantes, hein, mais il y a un écart, c'est pas une mesure qui est totalement arbitraire. Il y a la création d'un espace public où se discute de façon informelle, voilà, celui ou ceux qu'on voudrait mettre sur le grill et qu'on pense représenter un danger pour la communauté. Qui mettons sur le grill alors que comment décide-t-on au fond qui mérite de passer sur ce grill? C'est tous les puissants et ça, c'est l'un des enseignements que nous apportent, notamment les découvertes archéologiques, désormais nombreuses. On a des noms, on avait des noms dans les sources littéraires, maintenant on en a aussi beaucoup, par les sources archéologiques et on s'aperçoit que c'est le gratin de la cité, uniquement, des, hommes, des citoyens extrêmement puissants qui exercent des magistratures et parmi les ostracisés, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, 12, peut-être 14 au maximum. Voilà, c'est le who's-who d'Athènes au 5e siècle. Donc c'est des grands noms. Et ceux qui n'ont pas été ostracisés ont risqué de l'être, y compris Périclès, le plus fameux stratège du 5e siècle. On reviendra évidemment sur Périclès parce que c'est un cas d'école en l'occurrence sur cette question de l'ostracisme. Mais avant cela, vous citez Vincent Azoulay, vous écrivez: chaque année, il sera désormais possible d'exiler un Athénien pour 10 ans, sans autre forme de procès et sans qu'aucune faute ne lui soit juridiquement imputable. Il faut préciser tout de suite que ce n'est pas l'ostracisme, une procédure judiciaire. Elle se mène en parallèle du système judiciaire. Tout à fait, c'est une procédure politique et ce qui a représenté un immense scandale pendant une bonne partie de l'histoire quand on parlait d'Athènes, c'est qu'elle était arbitraire. C'est qu'effectivement, l'ostracisé n'a pas à avoir commis la moindre faute pour être écarté pour 10 ans. Donc ça a été, avec le procès de Socrate, ça a été l'ostracisme a été l'un des moyens de révoquer la démocratie athénienne, de la ranger du côté d'un régime persécuteur, avec les caprices de la foule ignorante qui se débarrasse sans raison de ces élites les plus douées. C'est les réseaux sociaux avant l'heure, on dirait.
D'une certaine façon, oui, enfin, en tout cas, des réseaux sociaux organisés parce que ça se passe, certes sur la place publique avec des rumeurs, mais aussi au théâtre. Il y a des comédies extrêmement, violentes, qui s'en prennent à ceux qui pourraient être ostracisés et tout ça marche de concert, produisant donc pas simplement de l'arbitraire, parce qu'on va y revenir, c'est une mesure qui a une part d'arbitraire, mais qui est en même temps extrêmement régulée. C'est une procédure qui a une part d'arbitraire et extrêmement régulée et qui produit de la domestication, hein, vraiment des élites qui acceptent de jouer le jeu. Et moi, c'est ça qui m'a fasciné et c'est ça qui résonne aussi avec notre belle ou moins belle aujourd'hui. Alors illustrons vos travaux, vos recherches, Vincent Azoulay, à partir d'un exemple très concret et parlons de ce pauvre Mégaclès, je le dis avec ironie, qui remporta une course de chars fabuleuse et il se fit ostraciser. Eh oui, c'est effectivement l'un des paradoxes. Donc c'est un champion olympique, hein, et c'est encore plus important qu'aujourd'hui à l'époque, ce Mégaclès. Mais il s'en vante trop, et les Athéniens pensent qu'il pourrait se servir de sa gloire sportive pour exercer un ascendant politique. Et donc, juste après avoir remporté la victoire, il est ostracisé. Parce qu'il a une petite tendance, il faut le dire, à l'auto-célébration, à la satisfaction Ouais. un peu hégémonique de lui-même. Disons qu'on a retrouvé à la fois des vases qui mettent en scène par le biais de ses ancêtres la gloire familiale, et puis aussi il s'est payé le meilleur poète du temps, Pindare, pour lui tresser des couronnes au sens poétique du terme, après les avoir remportées, donc en faisant concourir un quadrige à Olympie et en remportant la victoire, l'épreuve la plus prestigieuse. Donc on voit que c'est tout de même, j'allais dire, un défaut de réputation, un risque qui pourrait éventuellement peser un jour sur le bon fonctionnement de la démocratie, qui va conduire les citoyens athéniens à ostraciser un membre de l'élite. Oui, c'est ceux qui ont un honneur, un souci de leur honneur trop grand, et le peuple athénien cherche par l'ostracisme à les faire revenir d'une certaine façon parmi tous les citoyens. À les faire redescendre, À les littéralement. faire redescendre, exactement, hein. C'est le péché d'hubris, de démesure, qui est ainsi contrebalancé par cette mesure, mais par une mesure provisoire, dosée. Il faut mentionner un autre homme que vous avez déjà évoqué, Périclès, qui lui n'a pas été directement ostracisé, mais son propre père a connu l'ostracisme. Quel effet alors cela a eu sur sa vie et aussi sur son parcours et ses choix publics? Oui, c'est assez fascinant, Périclès, parce qu'il n'a pas été ostracisé, mais il a risqué l'ostracisme, et puis surtout l'ostracisme l'a accompagné durant toute sa vie. Et d'une certaine façon, s'il a été aussi fidèle à une orientation populaire, c'est aussi parce que cette épée de Damoclès a continuellement pesé sur lui. Son père Xanthippe est ostracisé entre les deux guerres médiques. Alors, il va être rappelé, mais enfin, ça veut dire qu'entre 10 et 14 ans, Périclès est en exil avec son père. Donc, voilà, c'est très concret C'est un pour lui. traumatisme? C'est un traumatisme, très certainement. Et puis, on le voit aussi après, pendant longtemps, ne pas s'engager dans la vie politique parce qu'il redoute l'ostracisme. On le voit aussi configurer ses choix politiques en fonction de cette menace. Et puis, on s'aperçoit que ça continue très très tard et que des pièces comiques continuent à évoquer ce risque d'ostracisme jusqu'à la fin de sa vie. Donc, cette menace est un des éléments qui ont permis de tenir ce stratège si extraordinaire qui avait une parole qui séduisait tous les Athéniens. Vous l'avez dit un peu plus tôt dans cet échange, Vincent Azoulay, cette procédure d'ostracisme, c'est une procédure en 2 temps et il est intéressant, passionnant de voir à quel point elle s'inscrit dans le reste de la société, athénienne. Notamment, elle s'articule avec, le calendrier agricole et la façon aussi dont, la saison des comédies va, prendre place tout au long de l'année. Alors expliquez-nous ça. Ouais, ça, c'est une des choses qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est effectivement la façon dont une institution se doit composer avec les nécessités de la vie des gens. Parce que les Athéniens, ils sont pas toujours sur l'agora à faire de la politique. Ils ont des champs à labourer, des commerces à faire tourner, des boutiques d'artisanat, voilà, où fabriquer des choses. Et donc, en réalité, le moment de l'ostracisme, c'est plutôt un moment creux de la saison agricole. Le premier vote, c'est en janvier, le second, c'est en mars, et c'est aussi
entre janvier et mars, la saison théâtrale. C'est-à-dire qu'il y a les Lénéennes où il y a des comédies en janvier, puis les Dionysies en mars, où il y a de nouveau des comédies, en plus des célèbres tragédies. Et donc c'est un moment où les Athéniens se rassemblent bien plus volontiers, parce qu'ils ont un peu plus de temps, et où ils entendent notamment des poètes qui se moquent des hommes politiques, qui évoquent éventuellement leur potentiel ostracisme. Alors sans qu'on puisse parfois savoir si les comédies ont lieu avant ou après l'ostracisme, on en a quand même un certain nombre de témoignages. Donc on s'aperçoit que tout ça marche de concert. Et ce qui m'intéresse d'une certaine façon, c'est justement de ne pas penser l'ostracisme comme un instrument miracle qui domestiquerait les hommes politiques, mais comme un élément qui fait partie d'un tout, et ce tout fait pression sur les hommes politiques de façon à les domestiquer. Et la comédie tout autant que l'ostracisme. Je reste un instant justement sur ce lien entre ostracisme et comédie. Est-ce que l'articulation se mène de manière consciente, ou au fond ce sont deux univers qui s'entrelacent tout en paradoxalement avançant de manière parallèle? Alors, ça se fait quand même de façon consciente, parce qu'on voit les poètes jouer, évoquer l'ostracisme, que ce soit Aristophane, que ce soit d'autres poètes comme Cratinos. Donc les deux sont entremêlés. Mais l'une des choses dont il faut avoir bien conscience, c'est que ces hommes politiques qui risquent l'ostracisme, ils sont là, au théâtre, à se faire pourrir, Hmm. insulter comme on n'a pas idée, et ils doivent rire avec les autres, hein, et faire bonne figure. Et donc c'est vraiment un exercice de violence symbolique, Ça dirait rappelle d'autres Bourdieu. situations aussi, là, Ah ouais. beaucoup très très contemporaines. Oui, tout à fait. Mais là, c'est quand même toute la communauté qui est là et qui rit de ces élites au moment même où peut être mise en débat la question d'exiler momentanément l'un d'eux. Je vous cite une nouvelle fois Vincent Azoulay, extrait Ostracisme, du bon usage de l'arbitraire en démocratie. Vous écrivez: disons-le, l'ostracisme n'était pas qu'un moyen négatif de protéger la communauté des aspirations tyranniques de son élite. Il n'était pas qu'un instrument assurant la domestication d'aristocrates par trop turbulents. Il était aussi une manière pour le peuple de s'enseigner à lui-même ce qu'il était capable de faire. Alors de quoi le peuple est-il capable quand il manie l'ostracisme? Ça, c'est vrai que c'est une dimension importante, parce que souvent on aborde l'ostracisme du point de vue des élites, hein, ceux qui se font exiler. Et c'est effectivement la vision des sources anciennes, parce que ce sont des notables qui écrivent, et donc ils se mettent dans la peau de celui qui risque d'être ostracisé. Donc on a beaucoup moins de témoignages sur ce que les Athéniens ressentaient lorsqu'ils procédaient à un ostracisme. Et c'est vrai qu'il faut se représenter la scène. Plusieurs milliers d'Athéniens qui affluent sur l'agora, qui écrivent un nom, qui demandent parfois de l'aide à un copain ou à un passant pour pouvoir inscrire le nom de celui qu'on veut exiler momentanément. Et donc, c'est un des moments où le peuple voit concrètement sa puissance, ce qu'on appelle le kratos, hein. Dans démocratie, il faut jamais oublier qu'il y a démos, le peuple, mais il y a kratos, le pouvoir, qui est un pouvoir, et qui est un pouvoir d'écrasement, qui n'est pas forcément extrêmement sympathique. Et donc, le kratos, il est là, concrètement, dans le tesson, et collectivement, et d'une certaine façon, il y a une forme d'empuissantement du peuple à travers cette procédure, qui voit qu'il fait une différence, réellement, qu'il tient véritablement les élites, j'ai envie de dire, en joue, si on pense que l'ostracisme est aussi parfois l'ostracone, On une arme par destination, parce que c'est parfois lourd, hein, on n'a et pas pesant. décrit d'une manière très concrète, prosaïque, comment cette procédure se passait lorsqu'un citoyen devait retranscrire un nom, y ajoutait parfois un qualificatif. Racontez-nous, j'allais dire, de manière très, très évidente, la façon dont cela se déroulait. Alors, on en a à peu près 11 000 hein, aujourd'hui, des ostracas, hein, ces tessons de poterie sur lesquels sont inscrits des noms. Alors, des noms plus ou moins bien orthographiés. Parfois, on a aussi des ostracas préparés à l'avance. On voit qu'il y a des gens, des petits malins, qui ont essayé de préparer ces sortes d'étranges bulletins de vote. C'est là qu'on note mes noms roi des sots, mes noms roi des imbéciles, Voilà. mes noms roi des idiots. Et alors, parfois, on y ajoute effectivement les raisons qui motivent le choix de la personne qu'on veut exiler. Et c'est vrai que c'est souvent des insultes, hein. On a Thémistocle, donc le vainqueur de Salamine contre les Perses, qui se fait traiter d'enculé. Et c'est
c'est une attaque grave, hein, puisqu'en réalité, on remet en cause son statut de citoyen. Ou alors, c'est mon préféré, Simon, vraiment avec Périclès, certainement l'un des hommes politiques les plus importants de l'après, entre les guerres médiques et la guerre du Péloponnèse. Et ce Simon avait une demi-sœur avec laquelle il était accusé d'entretenir des relations incestueuses avec elle. Et on a un ostracone qui dit Simon, fils de Miltiade, prend Elpiniquet, le nom de la demi-sœur, et dégage. Ito. Et donc, on a comme ça toute une série de qualificatifs. Et vous avez parlé aussi de éleveur de chevaux, ce qui peut nous surprendre, ou d'adultère. Et en réalité, j'ai essayé d'analyser la logique de toutes ces insultes qui font sourire, mais qui en réalité dépeignent un portrait en creux des ostracisés ou ostracisables. Et en réalité, ce qui est reproché à travers toutes ces insultes, c'est d'être à la fois un traître à l'extérieur, donc de potentiellement pouvoir être dans un état de collusion, notamment avec les Perses. Et on voit aussi un certain nombre de qualificatifs fleuris autour de ce sujet-là. Et tyran à l'intérieur. Et tyran à l'intérieur, ça veut dire ayant des mœurs qui dépassent la mesure, et ça peut se marquer notamment par l'élevage de chevaux, parce que pour avoir des chevaux, il fallait être extrêmement riche, et que tout cela fonctionnait de concert. La traîtrise à l'extérieur, la tyrannie à l'intérieur. Comment domestiquer les élites sans les dégoûter du pouvoir, sans les inciter à ne jamais, jamais revenir et à participer justement à la chose publique? Ouais, alors ça, c'est vraiment le cœur du livre pour moi. Et c'est ce que j'ai compris au fur et à mesure en travaillant sur l'ostracisme, c'est que l'ostracisme est vraiment dosé. Il y a bien sûr une part d'arbitraire, mais les Athéniens ont veillé à ce que la mesure ne soit pas trop sévère pour devenir contre-productive d'une certaine façon. Et ça se voit très bien quand on étudie les carrières des ostracisés, ils reviennent tous. Les seuls cas, comme Thémistocle, d'ostracisés qui ne reviennent pas, c'est parce que par ailleurs, ils sont condamnés à mort dans d'autres procédures. En réalité, tous les ostracisés reviennent parce que la mesure est extrêmement dosée. On ne perd pas sa citoyenneté, on ne perd pas la jouissance des revenus de ses terres, et on revient de toute façon au pire 10 ans après, et très souvent avant, si le peuple décide de vous rappeler parce qu'il pense qu'il va avoir besoin de vous. Et tout cela concourt à faire de l'ostracisme une mesure qui domestique, mais qui en même temps ne conduit pas ceux-là même qui en sont victimes à se révolter ou à faire sécession. Je cultive mon jardin et puis débrouillez-vous, il y en a marre de me faire taper sur la tête. Qui aimeriez-vous ostraciser aujourd'hui, Vincent Azoulay? Oh, c'est pas joli de demander ce genre de questions. Non, plus sérieusement, une réflexion sur la démocratie que vous menez. Quelle place l'ostracisme pourrait-elle avoir aujourd'hui dans notre démocratie contemporaine? Alors, il y a des tentatives, même encore aujourd'hui, notamment aux États-Unis, où bien sûr ils ont Trump sur les bras, de réhabiliter l'ostracisme comme on avait pu le faire sous la Révolution française ou dans les cités-États de la Renaissance Et italienne. Robespierre notamment. Oui, Robespierre notamment, qui a d'abord justifié l'ostracisme avant, lorsqu'il a été soumis au risque d'être lui-même ostracisé, de changer d'avis, disons. Ça, c'est entre 1791 et 1792. Mais disons qu'aujourd'hui, avec Trump, il y a un certain nombre de spécialistes de sciences politiques ou des juristes aux États-Unis qui imaginent des façons d'accommoder l'ostracisme à la sauce contemporaine. Alors, c'est intéressant, on peut se livrer à un exercice d'imagination, mais à mon sens, c'est pas forcément la manière la plus productive de faire travailler le rapport entre antiquité et monde d'aujourd'hui. Moi, ce qui me semble important, c'est surtout de réfléchir aux questions que les Athéniens ont essayé de résoudre en mettant en place cet ostracisme pour protéger leur toute jeune démocratie. Et ces questions, c'est celles qu'on a abordées, c'est-à-dire comment domestiquer les élites sans les faire fuir ou se révolter, et comment faire que le peuple puisse croire véritablement en son pouvoir sans trop s'y croire, c'est-à-dire sans trop verser dans la tyrannie de la majorité. Et de ce point de vue-là, ce sont des questions d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Vincent Azoulay, historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. On recommande très très chaudement la lecture de cet ouvrage intitulé Ostracisme, point d'exclamation, il m'a marqué, je le redis, du bon usage de l'arbitraire en démocratie qui vient de paraître aux éditions de l'EHESS. Et un immense merci à celles et ceux qui ont pensé fabriquer cette émission à mes côtés. Bertie Bourdon, Bruno Barada, Rodi Eken, une émission réalisée et mise en onde par Léa Racine.